Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de parler de robotique et des frontières entre la science et la fiction. Et pour cela, on a 4 intervenants. Donc 3 qui sont enseignants-chercheurs dans le domaine de la robotique. Et dont je vais laisser chacun présenter son sujet de recherche. Et puis, donc, ce sera Sophie Saka, qui nous vient de Nantes, Olivier Ly, à l'autre bout, qui est ici à Bordeaux, et David Danet, qui est aussi à l'université de Bordeaux. Vous préciserez vos labos et vos spécificités. Et puis, Jean-Claude Duniac, qui est un auteur important de la science-fiction et de la fantaisie française, mais qui a aussi un pied dans son passé et, avec le monde scientifique, le monde industriel, puisqu'il a travaillé longtemps chez Airbus. Donc il a aussi cette multiplicité de points de vue sur ces questions-là, et ce sera très intéressant. Alors, je vais peut-être commencer en vous demandant, les chercheurs, de nous dire assez rapidement, en quelques mots, ce sur quoi vous travaillez, quel aspect de la robotique en fait occupe votre recherche. Alors je vais commencer par Olivier, et puis on va aller par ici. Merci Franck. Alors je suis Olivier Ly, je suis enseignant-chercheur à l'université de Bordeaux, et je m'occupe d'une équipe de robotique qui est spécialisée en robotique autonome, avec 2 branches essentiellement. Une branche en robotique agricole, en fait, pour concevoir des robots. Alors on conçoit des prototypes, notamment par exemple des robots de désherbage pour pallier à des problématiques dans le bio, pour désherber et offrir une solution face à la chimie. Et puis, en deuxième lieu, en robotique humanoïde, avec la locomotion en particulier, et robotique à pattes. Et dans ce cadre-là, notamment, on participe à une compétition qui s'appelle la RoboCup, qui est la plus grosse compétition de robotique autonome au monde. Voilà. Merci. Alors, David Danet, vous les robots dans votre vie de tous les jours, c'est quoi? Alors, mes robots, c'est les robots collaboratifs. Donc moi, je suis David Danet, je suis chercheur à l'INRIA, l'institut dédié aux sciences du numérique. Je coordonne une équipe qui s'appelle Octus, avec l'IMS, donc l'INRIA, l'IMS. Et donc nous, on fait essentiellement en fait de la robotique collaborative, et avec un gros axe sur la robotique industrielle. Donc des robots qui sont tenus d'interagir avec des humains, des opérateurs, et puis des robots. Et une des originalités qu'on a, c'est qu'on a un certain nombre de nos collègues en fait, qui viennent plutôt des sciences cognitives. Donc on s'intéresse beaucoup aux liens entre les interactions, qu'elles soient en même temps cognitives et en même temps physiques. Voilà. Très bien. Et Sophie Saka, alors votre sujet d'étude, votre robot d'étude? Alors, moi je suis entre l'homme et la machine, tant du point de vue de la mécanique, en fait de la biomécanique, pour travailler sur l'imitation des mouvements humains par un robot humanoïde en temps réel, pour à terme faire de l'assistance. Alors c'est les problèmes d'équilibre, gestion de l'équilibre qui m'intéresse, pour faire de la prothèse ou de l'orthèse, en fait, de l'assistance au mouvement, du remplacement du mouvement humain par un système robotique. Et parallèlement, je m'intéresse aussi donc, au lien de l'homme à la machine au niveau cognitif, incluant aussi donc, le thérapeutique, les effets sur les imaginaires, les effets sur d'autres fonctions, l'évolution sociale à travers l'évolution des métiers qui vont être robotisés, et beaucoup d'autres problèmes comme ça entre l'homme et la machine. Oui. Très bien. Je vois que tu as le projecteur dans les yeux, ça ne te gêne pas? Tu veux qu'on juste change? pour préciser sur ce qu'il a dit, la RoboCup a quand même lieu à Bordeaux en 2023. Oui, tout à fait. En fait, on doit même à la RoboCup le thème des robots de cette année, puisque l'an dernier, on aurait dû avoir la première édition du festival en même temps que la RoboCup. Et voilà, et là, donc il faudra attendre un peu pour la voir à Bordeaux, mais elle a lieu tous les ans, donc si vous voulez voyager pour la voir, je crois que la prochaine est en Thaïlande. Si elle a bien lieu, la prochaine est en Thaïlande. Et alors, Jean-Claude Duniac, pour tes robots à toi, alors est-ce que tu en as peuplé un peu tes récits, et est-ce que tu les as un peu côtoyés dans tes projets, je dirais, plus côté ingénierie? Oui, alors moi je travaille... J'ai travaillé à Airbus, et j'ai travaillé dans le domaine entre guillemets, de la gestion de la donnée et de l'organisation de ce qu'on appelle l'entreprise du futur. Je suis expert européen dans ce domaine qui est Factory of the Future, et qui est donc grosso modo
comment on traite la donnée, comment on utilise la donnée pour la transmettre à des objets qui vont à leur tour produire des effets, typiquement des robots, et comment éventuellement on met en place des systèmes soit de captation, soit de circulation d'informations, soit de l'intelligence artificielle, ou tout au moins des processus qui, à partir des données, fabriquent une solution ou fabriquent une décision. Le grand truc, c'est que maintenant, on a des choses qui prennent des décisions qui ne sont pas humaines. L'humain était avant celui qui prenait la décision, où de temps en temps, il y avait le cavalier qui s'apercevait que son cheval prenait une décision d'aller vers là, alors que lui, il serait peut-être plutôt allé là-bas, mais en principe, il avait des rênes qui lui permettaient de faire aller le cheval vers là où il voulait. Là, nous avons des objets, des catégories d'objets qui prennent des décisions qui ne sont pas des décisions faisant intervenir un humain. Et on ne sait pas très bien quoi faire face à cette situation-là, qui est un peu inédite dans l'histoire de l'humanité. Et en tant que romancier, alors par contre, je n'ai pas trop abordé ça. Moi, j'ai plutôt travaillé avec j'ai travaillé sur le domaine artistique, même si j'avais des artistes robots et des artistes d'intelligence artificielle, ça j'en avais. Mais j'ai des intelligences artificielles qui, découvrant qu'elles vont mourir, se mettent à danser. Bon, pour des raisons qui sont X et Y, il faudra lire l'histoire. Mais en tout cas, le robot, pour moi, le problème, c'est qu'à Airbus, le robot, c'est un machin qui fait bzzz, tch, tac, bzzz, tch, tac. Voilà, et qui met des rivets en faisant des trucs. Alors c'est vachement intéressant. Tu fais super bien le robot. Je fais très bien le robot, oui, non, mais par contre, c'est à peu près aussi excitant que de regarder son aspirateur en train de passer sous les meubles. Les 5 premières minutes, c'est rigolo, puis après, on oublie qu'il est là. Voilà, mon rapport au robot, c'est ça, quoi. C'est des machins qui sont dans mon environnement, qui font des trucs, mais j'ai tendance à oublier qu'ils sont là. Et je vais me faire hurler par mes petits camarades, mais dans ma vraie vie, c'est ça. Alors, puisqu'on a déjà utilisé ces termes, moi j'aimerais bien déjà au moins qu'on en définisse 2, qui sont robot et IA. Et pour qu'on sache exactement de quoi on parle, Sophie, est-ce que tu pourrais donner une définition de robot, éventuellement de IA Alors un robot, déjà, c'est une machine, pour qu'on soit tous d'accord, c'est une machine créée par l'homme pour l'homme, donc qui n'est pas en concurrence avec l'homme, bien sûr, qui est en complément. C'est une machine qui a une particularité, c'est qu'elle a une caractéristique d'autonomie. S'il y a des mots-clés à donner, c'est peut-être cette caractéristique d'autonomie, de prise de décision. Qui est à l'interface, donc une machine dite cybernétique, je vais définir cybernétique aussi, qui est à l'interface de plusieurs domaines scientifiques, dont les domaines majeurs, ça va être la mécanique pour le corps, l'électronique pour tout ce qui est capteur, moteur, enfin alimentation, l'informatique et la loi de commande. Et donc dans cette machine, il va y avoir une boucle, ce qu'on appelle une boucle de contrôle qui va se mettre en place, qui va capter des informations de l'extérieur avec l'électronique, qui va les traiter par un programme informatique avec une loi de commande, c'est-à-dire quoi faire en fonction de quelle information, et qui va envoyer des instructions au moteur pour faire une action sur l'environnement. Donc perception, décision, action, perception, décision, action, perception, décision, action, et ça va tourner comme ça avec le temps. Donc cette perception lui permet d'interagir, c'est-à-dire de s'adapter. Adaptation, c'est peut-être un des mots-clés de la machine. Voilà. Donc c'est une définition rapide en fait du robot. Donc ça vous... Okay. Est-ce que ça vous va? Vous avez quelque chose à ajouter à la définition de robot? Parfait. Parfait. Donc on a convergé, on peut continuer. Qui veut se lancer sur intelligence artificielle? Alors moi je vais mettre un complément, je vais peut-être faire un complément quand même là-dessus. C'est que la robotique, alors je parle de la robotique et pas des robots ici. La robotique, pour moi en fait, c'est essentiellement l'art du mouvement, quoi. C'est-à-dire s'il n'y a pas de mouvement qui est généré, pour moi c'est pas un robot. Donc par exemple des robots automatiques sur internet qui font des choses, etc. C'est pas ma définition en fait du robot. Donc ça c'est un truc qui est assez particulier. Donc il faut qu'il y ait une force qui soit générée, il faut qu'il y ait un mouvement qui soit généré quelque part. Je prends toujours cet exemple, c'est que si l'informatique c'est l'omniscience, enfin à terme, dans l'absolu, dans l'infini, c'est l'omniscience, la robotique c'est l'omnipotence, c'est-à-dire de pouvoir agir sur toutes les choses de façon là-dessus. Et souligner ce qu'a un peu dit Sophie, mais qui est vraiment très importante, c'est que souvent la robotique a été une matrice à d'autres sciences. C'est-à-dire qu'il y a une époque, l'IA a été portée par la robotique. La vision par ordinateur a été portée par la robotique. Pour les spécialistes, la géométrie algorithmique, algébrique a été portée par la robotique, etc. L'IA revient en fait un peu avec la robotique, mais ça a été une mère porteuse en fait sur beaucoup de sciences qui se sont émancipées après par la suite. Voilà. L'aspect cybernétique. Voilà. Et à l'heure actuelle, par exemple, les SHS rentrent de plein pied en fait à l'heure actuelle dans la robotique. C'est quelque chose qui est assez nouveau, quoi. Tout à fait. Olivier, tu as quelque chose à ajouter ou peut-être sinon est-ce que non, alors pas du tout. Et sur le terme d'IA qui finalement, je pense, j'ai un peu l'impression que finalement on dit IA
pour pas dire intelligence artificielle, parce qu'on veut pas dire intelligence artificielle, mais que IA est plus acceptable et qui finalement ça veut plus dire intelligence artificielle. Comment tu verrais ce terme d'IA qui est un peu fourre-tout, j'ai l'impression, aujourd'hui? Alors oui, j'aurais du mal, déjà. Dans le contexte actuel, en tout cas ce qui m'apparaît plutôt clairement, c'est que c'est plutôt un rebaptême de l'informatique par maintenant IA. C'est plus sexy, c'est plus sympa. Dans beaucoup de domaines, et y compris la recherche d'ailleurs, le mot-clé envahit, et c'est sûrement une bonne chose, finalement. Avant, ça s'appelait data processing, voire informatique de gestion, tout ça. Aujourd'hui, c'est IA, c'est bien. Maintenant, dans ce mot-clé-là, il y a quand même une classe d'algorithmes qui peuvent relever d'un truc en tout cas différent d'avant. Alors je dis d'un truc, je ne saurais pas le définir, parce que dans l'IA il y a intelligence. Alors déjà définir intelligence, pour moi c'est hors de portée. Tu penses aux aspects d'apprentissage? Oui, et en tout cas piloté par les données, où on abandonne... je ne sais pas si c'est une définition, franchement, c'est plutôt... voilà, mais en tout cas, dans l'algorithmique jusqu'à présent, on est souvent porté par un modèle de ce qu'on manipule. Un modèle physique, un modèle de données, un modèle d'organisation dans la logistique, voilà. Alors, dans l'IA, en tout cas, ce qui me paraît relever au moins assez clairement de l'IA, c'est lorsque on abandonne ce concept de modèle, d'une certaine façon, et on fait confiance aux données. Et il se trouve que, conjoncturellement, en tout cas, on dispose de beaucoup de données. Et ce, depuis quelques années, mais pas si longtemps, mais beaucoup de données. Donc, et pour d'autres raisons, l'IA, en tout cas ces algorithmes-là, montrent une efficience incroyable. Pour autant, je ne sais pas s'il faut abandonner 2000 ans de physique. Il y a quand même 2 ou 3 trucs dans les modèles qu'on a mis sur pied qui sont pas mal et qui vont quand même pas être si facile à retrouver comme ça dans les données. Mais cette omniprésence des données, elle est très importante et pour moi, inédite aussi. C'est-à-dire que, alors, ce fait qu'aujourd'hui, il y ait une entité ou plusieurs qui disposent d'un savoir en temps réel, centralisé, je pense par exemple au GPS, en fait. GPS qui localise absolument tout le monde, éventuellement qui a des images, en temps réel et qui peut prendre des décisions. Ça, c'est finalement c'est nouveau. C'est nouveau. Alors, je ne sais pas si ça se qualifie d'IA ou... Bon, mais... voilà. Si tu veux donner une définition, je dirais plus simple, tu dirais que l'informatique algorithmique, celle qu'on connaît jusqu'à présent, enfin qui n'est pas l'intelligence artificielle, c'est une intelligence qui, en général, comme tu dis, est basée sur des modèles et qui sert à partir d'un certain état à fournir l'état d'après. C'est-à-dire, je connais la météo aujourd'hui, je veux connaître la météo demain. Et à partir de là, ça fabrique à partir d'un ensemble de données et d'un ensemble d'équations d'un modèle de plus en plus complexe, qui est souvent une interaction de modèles, ça fabrique la température qu'il fera demain dans un certain nombre d'endroits. Et c'est quelque chose dont on connaît je dirais, la manière de fonctionner et la prévisibilité et le contexte d'opération. C'est-à-dire qu'on sait que le modèle fonctionne dans une atmosphère terrestre, quand on a suffisamment d'informations. Enfin, il y a des règles. Quand on est dans l'intelligence artificielle, on part d'un ensemble de données et on fournit à la fin une décision. Une décision, c'est-à-dire une capacité d'action, de dire tel ordre doit être passé. Et cette intelligence ne passe pas par des chemins que l'on peut mesurer, qu'on peut prévoir, elle passe par essayer un certain nombre de solutions jusqu'au moment donné où on en trouve une qui, en fonction des critères qu'on lui a donnés, sont meilleurs. Donc ce n'est pas quelque chose qui va suivre un chemin déjà tracé, c'est quelque chose qui va expérimenter, utiliser les données, réagir en feedback par rapport à ces données et prendre une décision. Je dirais que c'est cet ensemble de processus-là. Ce sont des choses assez différentes en termes de fonctionnement de processus, même si ça apparaît toujours comme étant je rentre des données, j'obtiens quelque chose à l'autre bout. Mais Jean-Claude, excuse-moi, c'est assez fou, je dirais, parce qu'en fait, alors moi je suis scientifique aussi, mais dans un autre domaine, on utilise certains de ces modèles d'apprentissage. En fait, en astrophysique, on a toujours eu beaucoup de données et beaucoup besoin de classification, etc. Mais ce que tu décris comme une intelligence, moi j'ai un peu aussi envie de voir la force brute, c'est-à-dire on a des grosses capacités de calcul,
on peut tester plein de scénarios, puis on sélectionne ceux qui nous satisfont par rapport à un critère d'accord, et on converge vers des choses. Mais c'est pas pour autant que tu n'as pas raison, hein. Je pense que tu as raison donc, quand tu décris ça comme ça, mais l'impression que ça m'a souvent donné, c'est que parfois là où peut-être moi j'utilise le mot IA à tort, c'est quand la solution qui est proposée, je ne la comprends pas immédiatement, moi, en tant que chercheur, par rapport à un modèle. C'est-à-dire, il me propose une solution et je vais être obligé de la tester par plein d'autres façons pour voir si je la valide, mais je ne sais pas. Je ne saurais pas dire comment sais pas d'où a elle été sort, en trouvée. fait. Voilà, je ne sais pas d'où elle sort, un peu comme le fameux coup d'AlphaGo, où à un moment donné, tout le monde a fait « Pourquoi il fait ça? Il est débile ?» Et en fait, non, il n'est pas débile, il a gagné. Donc, et que ça demande beaucoup... J'ai cru que tu allais réagir à un moment donné, Sophie, il y a une chose qui a été dite, ou ça te semble, les définitions d'IA, ça t'allait? Je t'écoute. D'accord. Pour autant, Ouais. juste peut-être une précision. C'est pas, enfin, je ne sais pas si on peut qualifier d'IA tout ce qui n'est pas prédictible. Oh. C'est-à-dire que dans ce que tu décrivais, essentiellement un système de machine à état qui avance au fur et à mesure. Bon, dans toutes les lois de commande, et alors je ne vais pas me faire engueuler par les automaticiens, on sait décrire des modèles qui avancent d'un pas, par contre on n'a aucune idée de ce qui va se passer dans l'avenir. Et pourtant on connaît le modèle, voilà. Et c'est pas pour autant de l'IA, je dirais. Oui, d'accord. Parce que le système peut être Parce qu'il est trop compliqué. soit chaotique, soit fortement non linéaire, Tout ce qui à fait. n'est pas chaotique, mais qui peut Exactement. effectivement donner des choses. Exactement. Non, la différence, c'est plutôt la manière dont on obtient le résultat que l'on veut. Je dirais, dans un cas, tu as un modèle, ou dans le cas d'une boucle de commande, tu as un système qui est, entre guillemets, un système contraint, alors que dans le cas de l'intelligence artificielle, tu es obligé de faire confiance à un ensemble de processus qui vont interagir d'une manière qui ne sera pas reproductible. Je veux bien avancer une définition de l'intelligence artificielle. C'est un programme informatique, ça on l'a bien compris, mais sa caractéristique majeure, c'est d'être en mesure de gérer le caractère dynamique de son environnement. C'est la définition de base. Hein. C'est sa particularité, c'est gérer les caractéristiques dynamiques de son environnement. Par exemple, je code un petit programme qui va poser une question à l'écran. Préférez-vous le bleu ou le rouge? Quelqu'un, un utilisateur. L'utilisateur va rentrer bleu. Et le programme va réagir en fonction de cette entrée, donc de l'extérieur hein, du programme. Il va dire « Ah, moi aussi j'adore le bleu », s'il n'est pas contrariant, hein, par exemple. Ou si on tape rouge, il dit « Ah oui, c'est vrai que c'est la plus belle couleur qui existe ». Et là, on est déjà dans l'intelligence artificielle, puisque le programme s'est adapté. Alors, c'est une intelligence dite de bas niveau. D'accord ? Il y a plusieurs niveaux dans l'intelligence artificielle. Donc, le programme s'est adapté à cette donnée extérieure qui lui a été donnée et a réagi en fonction. Alors, il n'y a rien de plus simple que de programmer ça, mais... Donc, l'apprentissage est une intelligence artificielle dite de haut niveau. Et donc, si on a bien compris la définition des robots humanoïdes qui allaient prendre des informations de l'extérieur pour les traiter et refaire des actions, tout robot est par définition équipé d'une intelligence artificielle. Voilà. Je comprends. Alors, je vais vous faire réagir sur quelque chose. Vous l'avez peut-être vu, cette vidéo. Il s'agit d'un robot plutôt humanoïde de Boston Dynamics et en mouvement qui fait du parcours. Et une des raisons justement pour lesquelles je vous le montre maintenant, c'est que quand on discutait pour préparer ça, il y a David qui me disait que le patron de Boston Dynamics avait dit il n'y a aucune IA là-dedans. Et moi, avec mes faibles connaissances, j'étais persuadé qu'en fait, là, il y avait de l'apprentissage, une gestion, comme tu disais, dynamique de l'environnement. Et a priori, non, tout ça est finalement de plus bas niveau. Alors, est-ce que David, tu peux préciser qu'est-ce que finalement il voulait dire quand il disait il n'y a aucune IA là-dedans? Oui, parce que c'est des gens qui font très très bien de la commande, qui maîtrisent très très bien la mécanique, qui la font, un peu comme Olivier. Ce que je voulais dire, c'est que alors l'anecdote, c'est qu'il a commencé en fait le patron de Boston Dynamics avait commencé une conférence devant tous les roboticiens mondiaux. La première phrase qu'il a dit, c'est il n'y a pas d'IA dans mes robots. Et ça, c'est du modèle. Hein, on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que les lois physiques en fait sont maîtrisées depuis quelques années. Donc ça, ce sont les lois de la mécanique en fait qui définissent ça. Et ce qui est notable, c'est son aspect assez humain en fait dans ces mouvements en fait qu'il génère là-dessus. Ce qui prouve quand même que nous-mêmes on a un modèle qui nous permet de bien comprendre notre dynamique, comme peuvent le faire éventuellement des grands sportifs. Voilà. Et ce qu'il y a d'assez rigolo, c'est que quand vous voulez schématiser un robot, ce qui a été fait tout à l'heure par Jean-Claude, c'est que vous lui donnez des mouvements qui ne sont pas du tout humains. On appelle ça aussi le biological motion.
Je t'interromps juste un instant, juste pour dire c'est un peu idiot de passer cette vidéo sans musique parce qu'ils dansent sur de la musique. Là, les robots. Donc c'est à vous d'imaginer la musique, mais ils dansent bien en rythme. Je referme ma parole. Alors, ce qui est à noter quand même là-dessus, ce qui est vraiment très très impressionnant, c'est qu'il saute, c'est qu'il fait varier en fait ses mouvements. Son équilibre en fait est toujours assuré. Vous voyez, il est toujours sur une jambe avec des vitesses très très lentes. Enfin, c'est absolument incroyable. Moi, je suis pas un spécialiste. Je laisserai Olivier en parler, mais c'est ça en fait qui est très 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 fort ce que vous n'avez pas imaginé, c'est qu'il y a plein de variabilités, de petites erreurs, de choses comme ça, dont la commande en fait est compensée. Mais elle est compensée là en utilisant des algorithmes qui ne sont pas des algorithmes considérés comme de l'IA, c'est des algorithmes de commande qu'on appelle l'asservissement classique. Enfin classique, oui, sauf qu'ils sont un peu bons quand même. C'est pas l'IA. Alors ça ne veut pas dire que l'IA un jour ou l'autre ne pourra pas apprendre des modèles tels que cela, mais à l'heure actuelle, l'IA n'en est pas capable. D'accord. Alors, déjà, ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est qu'on peut se poser la question de savoir à quoi ça sert, tout simplement. Je vous explique. S'il s'agit de se déplacer quelque part, la locomotion telle qu'on l'a fait sur deux jambes, elle est horriblement compliquée. Elle demande de gérer un équilibre qui est vraiment pas facile, alors que n'importe quoi sur 4 roues, c'est beaucoup plus stable. Ou machin sur des espèces de chenilles. Enfin, vous voyez, on est encore dans cette situation-là. Donc, faire un robot humanoïde, ça veut dire qu'à un moment, on s'est posé la question en disant il faut que le robot ressemble à un humain. Il y a des raisons pour ça. Il y a des fois où, pour un certain type de travail, on fait ça. Mais quand on envoie un robot sur Mars, par exemple, on n'a pas du tout envie qu'il ressemble à un humain. Parce qu'il doit se balader sur des terrains très différents, il doit accomplir un certain nombre d'actions assez complexes, et on n'a pas du tout envie qu'il se casse la gueule, en fait. C'est pas le but. Donc on fait le système le plus stable possible. Donc ça, c'est vachement bien. C'est vachement bien parce que ça montre que c'est possible. Mais encore une fois, industriellement parlant, ça s'inscrit dans un contexte très précis où on a besoin que le robot ressemble à un humain. Et justement, puisque tu parles d'interface, puisque c'est ton métier, oui, mais ça, ou une entité biologique. Au passage, la science-fiction n'a su inventer jusqu'aux années 70, en gros, que des robots qui ressemblaient à des chiens ou à des humains ou à les androïdes. On savait faire que ça. Dans notre tête, on n'imaginait pas qu'un robot, ça allait être une espèce de bras mécanisé qui allait faire des trous, ou même que ça ressemblait au machin qui fait que quand vous arrêtez votre voiture, les rétroviseurs extérieurs se replient. Oui. Vous voyez ? Bon, ça, on n'imagine pas. Alors, c'est un robot, c'est effectivement un objet autonome qui a pris la décision, puisque c'est arrêté, de faire ça. Alors, justement, puisqu'on a un festival de science-fiction, je vais juste poser une petite question. Et là, tu disais, jusqu'aux années 70, le robot était quand même essentiellement humanoïde, et avec cette idée-là. Moi, je pense qu'il y a un robot, quand même, qui est justement pas souvent appelé robot, mais qui me semble vraiment marquant. C'est le HAL 9000 de 2001 Odyssée de l'espace. Pourquoi ? Parce que c'est un robot qui pilote un vaisseau, donc c'est un vaisseau autonome, comme une voiture autonome. On a en tête le petit rond rouge et les dialogues, mais ça c'est l'interface avec les humains. Mais l'ordinateur, il est conscient de tous les éléments du vaisseau, des données extérieures, il contrôle tout. Il peut d'ailleurs faire la mission tout seul et décide, prise de décision un peu extrême, de faire la mission tout seul. Et finalement, c'est une expérience de pensée extraordinaire, je trouve, que ce robot de 2001 Odyssée de l'espace, qu'on n'appelle jamais robot, mais qui finalement, quand on compare à une voiture autonome, c'est un robot. Alors moi, la question que j'ai, c'est justement, j'ai eu l'impression dans les discussions qu'il y a eu ce week-end, que quand on est roboticien, les images véhiculées par la science-fiction, elles sont parfois un peu problématiques. Le robot, il est souvent belliqueux, il veut effacer l'espèce humaine, il veut nous remplacer, il se fait passer pour nous. Enfin, il y a plein de choses avec lesquelles vous devez bosser quand vous communiquez avec le public, qui vous ont rendu le terrain un peu glissant. Donc ça, j'ai l'impression qu'on en a pris conscience pendant ce week-end. Mais je voudrais savoir, est-ce que quand même, vous, dans le fait que vous êtes devenu roboticien, est-ce qu'il y a des œuvres de science-fiction, des robots de la science-fiction qui ont participé à vous enthousiasmer, à vous faire aller vers ce métier-là, ou non, pas du tout? Est-ce qu'il y a eu des influences de la science-fiction? Vous pouvez me dire non, ou j'y ai jamais pensé, mais j'aimerais savoir. Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai 50 ans, donc moi, quand j'avais 6-7 ans, c'était Goldorak. Donc je sais qu'il a fait un retour, mais sûrement que la vision japonaise naissante en fait de la robotique a une influence sûrement sur ma façon de faire. Et alors, ce qui est assez particulier, ce qui est assez
qui était propre en fait à ces années-là, c'était que dans Goldorak, j'espère que je parle aux cinquantenaires, c'est qu'il y avait toujours un scientifique en fait dans la bande. Il y avait toujours un professeur qui... Professeur Procyon. Procyon, voilà, là-dessus. Il y avait toujours une espèce de caution. Alors je suppose qu'il jouait le rôle du... je m'en apercevais pas à l'époque, quoi, de la figure paternelle ou quelque chose comme ça en fait pour les héros, mais il y avait une espèce de glorification en fait du scientifique qui était sûrement beaucoup plus forte que ce qu'on voit à l'heure actuelle. Et alors peut-être plus ça en fait sur l'intérêt en fait de la science là-dessus qui m'a marqué que la robotique en elle-même. Sophie, un souvenir de science-fiction peut-être? Alors moi j'ai toujours été fan de science-fiction, donc ça m'a nourri bien sûr au niveau des imaginaires, tout ça comme ça. Par contre, la robotique, alors je voulais être cosmonaute ou pilote de ligne, donc rien à voir. Sauf que à mon époque, pilote de ligne femme, c'était non. Voilà, donc par accident, après j'ai procédé par élimination et j'ai défini tout ce que je ne voulais pas être et j'ai fini en robotique. Oui. Alors, sur deux aspects sur la robotique humanoïde et sur la motivation. Alors, j'adore les robots, en fait. J'adore les regarder bouger, j'adore programmer. C'est une activité que j'aime. Et complètement portée, effectivement, par tout l'univers fantasmatique des films, des dessins animés, un peu des livres aussi. Oui, moi, en tout cas, ma motivation intrinsèque pour travailler toute la journée, c'est parce que je reste fasciné par ces objets-là. Sur la robotique humanoïde, évidemment, c'est sûr qu'on prête le flanc, c'est une surface de projection totalement. Et puis l'IA, d'ailleurs, juste par son nom, en est une aussi. Donc c'est deux disciplines qui sont sous le feu des projecteurs et aussi des critiques, évidemment. Hein. Bon. Sur l'utilité, alors Sophie va répondre aussi, hein, mais... c'est beaucoup mieux d'avoir une voiture sur la route, ça c'est sûr. C'est beaucoup mieux d'avoir un chariot dans une usine. Mais à côté de chez moi, il y a un très gros chantier qui se met en place avec des immeubles comme ça. Et il y a encore beaucoup d'hommes quand même, qui portent des parpaings, qui portent tout un tas de trucs et qui font des tâches qu'on ne remplacerait vraiment, enfin, qui seront très dures à remplacer par un bulldozer ou même une mini-pelle ou comme ça. Donc en robotique humanoïde, ce qui est peut-être trompeur, c'est qu'on n'est pas avancé comme on nous le montre dans les films ou dans la littérature, qui a de l'avance évidemment. Et le premier des freins, en fait, c'est la locomotion quand même. La locomotion et l'équilibre, hein, c'est très dur, c'est pas tout à fait résolu, c'est pas résolu tout court en fait. Mais le jour où on aura des robots humanoïdes qui marcheront avec une certaine robustesse et une certaine fiabilité, pour ma part, je pense qu'ils seront utiles déjà sur les chantiers, sans aucun doute, à mon avis. Mais je vais laisser Sophie compléter sur l'utilité des robots. L'utilité des robots humanoïdes, leur forme déjà, au niveau de l'intégration sociale, parce que le robot humanoïde a cette particularité de nous ressembler. On va projeter sur lui en fait tout un tas de choses, et c'est peut-être un petit peu le problème justement des intentions en l'occurrence. Le robot humanoïde, il va agir un petit peu comme un miroir non contrariant. En fait, on voit dans la machine ce qu'on a envie de voir, c'est un visage simplifié souvent. Alors, on essaye de lui mettre des expressions, mais c'est pas nécessaire, c'est pas forcément nécessaire. On va l'imaginer content, pas content, en colère. On va projeter sur lui en fait ce que nous-mêmes on ressent. Et du coup, dans tout ce qui est interaction sociale, ce robot humanoïde peut avoir un impact. Alors nous, on l'utilise en l'occurrence dans le cadre thérapeutique pour les personnes en situation de handicap cognitif. Mais il y a après tout ce qui est dans les environnements. Ici, par exemple, il pourrait très bien y avoir un robot qui nous réceptionne. Maintenant, comme je disais avant, c'est pas un remplacement de l'humain, quoi. On va lui confier une tâche, il va faire cette tâche, mais autour, il y a aussi des humains qui vont pouvoir faire autre chose, se concentrer sur d'autres tâches. Si les organisateurs de ce congrès avaient été soulagés de la partie organisation, ils auraient pu se concentrer sur peut-être un accueil, plus de discussions avec les gens, voilà. Le robot va prendre une tâche en main, mais pour autant il ne va pas remplacer. En fait, c'est notre société, quoi. Je veux dire, le robot n'a pas sa légitimité dans notre société. Très bien. C'est une machine. Et Jean-Claude, tu te retrouves face à 3 roboticiens. Tu as beaucoup réfléchi au futur, à l'organisation de la société. Est-ce qu'il y aurait des choses que tu aurais envie de leur demander ou de les faire réagir dessus en disant
Je vais être clair. Moi, je suis un peu avec les doubles casquettes, donc j'ai un peu de mal. Mais il y a un point. Bon, il y a le robot. Le robot arrive, il produit de la richesse, il y en a de plus en plus. Il y a des cas où on fabrique un robot en un exemplaire ou un tout petit nombre d'exemplaires parce qu'on l'envoie sur Mars, on l'envoie à Fukushima effectuer un certain nombre de tâches et on en fabrique un ou deux renforcés d'une certaine façon parce qu'on a besoin que ça. Ou on en fabrique 10 000 d'un coup parce qu'on a besoin de 10 000 bras articulés pour, monter la nouvelle bagnole de chez Renault. Bon, on a une situation complètement différente. Voire même, on fabrique plusieurs millions d'aspirateurs Roomba qui vont aller chez plein de gens pour faire bzzz sous les sièges et se démerder tout seuls. C'est des robots. Bon. Mais mon problème que j'ai, c'est que je vois apparaître une société dans laquelle des robots, c'est-à-dire des objets non humains, des objets vis-à-vis de qui je n'ai aucune espèce d'affection particulière que je suis prêt à jeter à la poubelle, à remplacer ou à taper dessus à coups de marteau sans le moindre état d'âme, vont produire une partie importante de la richesse du monde. Et ma question, c'est comment va-t-on redistribuer cette richesse à tout le monde? Et ça, soyons clairs, aucune analyse économique, je dirais, d'avant les années 1980 n'a abordé le problème. Et en particulier, toute une analyse marxiste de la valeur, qui est une analyse extrêmement importante sur laquelle est fondé tout un tas d'analyses de fonctionnement des sociétés qu'on connaît, hein, qui est grosso modo, il y a des gens qui produisent de la valeur et ces gens-là ont besoin qu'on leur rende une partie de cette valeur parce que ça leur permet de vivre et sinon le système s'effondre. Eh ben, c'est pas le problème avec les robots. Les robots, ils ont besoin de rien, ils ont besoin qu'on les branche, c'est tout. Ils ont besoin d'électricité, quelquefois qu'on leur mette de l'huile dans les rouages, ben, je schématise à peine, hein, mais ils n'ont besoin de rien. Et puis surtout, on n'a aucun état d'âme à les foutre à la poubelle et à remplacer par autre chose. Par contre, ils produisent de la valeur. Cette valeur, où va-t-elle? Et pour l'instant, les modèles économiques que l'on envisage sont encore temporaires et n'ont pas été implémentés. Et aucune société n'a taxé les robots ou intégré les robots dans un système d'impôts ou de trucs qui permettrait à ces gens qui qui fournissent de la valeur et qui, on le dit, remplacent les autres, remplacent une certaine catégorie des humains par des robots, donc qui génèrent de la valeur pour que toute l'humanité en profite. On ne sait pas le faire. Et ça, c'est ma question. Et d'ailleurs, ce qui est très frustrant, c'est que les sociétés décrites dans les bouquins de science-fiction ne se posent plus cette question. Ils partent du principe que ça marche. Asimov, il avait une société dans laquelle il y avait des robots partout, mais personne ne se posait cette question-là. Cette question-là, à mon avis, elle sera fondamentale dans les 15 ans à 20 ans qui viennent. Je ne la vois pas apparaître, donc je la pose. Et c'est pas vous qui répondrez, je sais bien, hein, et moi non plus. Hein. Mais à un moment donné, ce sera un problème sociétal, économique et politique. Et cette question, je la pose, mais je n'attends pas de réponse aujourd'hui. À moins qu'il y ait quelqu'un de génial dans le public. As-tu envie de réagir? Je comprends, je vais être un peu... je partage son opinion, mais... Il y a quand même une chose qu'a dit Sophie tout à l'heure là, dans sa définition du robot, c'est le robot au service de l'homme. On a parlé d'Asimov, qui pour moi les trois lois de la robotique, c'est juste pour dire que en gros c'est l'humain qui programme l'homme, c'est l'humain qui programme le robot, donc le robot est au service de l'homme et fait ce que l'homme a envie, c'est-à-dire en démystifiant le robot qui va tuer tout le monde, etc. C'est-à-dire que derrière quelque part il a mal été programmé ou il y a un problème, mais en tout cas c'est pas du fait à l'heure actuelle du robot. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, Asimov, là-dessus. Et donc, en fait, c'est l'humain qui fabrique une machine, un outil, pour générer une production. Alors, maintenant, en fait, le problème, c'est que la production, avant, elle était physique. Enfin, on a toujours tendance à penser qu'on produit des objets ou des choses comme ça. Et que maintenant, on s'aperçoit que la production, c'est une production de données. C'est-à-dire qu'on est nous-mêmes des machines à produire de la donnée, etc., etc. Et là se pose la question en fait un robot lorsqu'il récupère de la donnée chez vous, à qui appartient cette donnée? Est-ce que comme c'est vous qui avez acheté ce robot, que vous l'avez installé chez vous, est-ce que la donnée vous appartient à vous? Est-ce qu'elle appartient à la société qui fait Roomba? Je ne sais plus comment elle s'appelle. Donc là ici il y a de nouvelles questions en fait qui sont là-dessus, qui sont à mon avis assez intéressantes sur à qui appartient la donnée. Alors ça se fait, je pense que c'est très fort au niveau du robot parce que le robot a besoin de données, notamment en fait éventuellement pour être utilisé en IA pour développer de nouveaux. Alors moi j'appelle ça de nouveaux modèles, je ne sais pas si c'est le terme. Ça se peut.
comme on avait parlé tout à l'heure, en fait, le robot pour moi est un vecteur de données essentiel, c'est-à-dire qu'on va sortir de Internet pour récupérer de la donnée et on le récupère en fait dans le monde réel. C'est ce qui avait été dit sur les voitures, la météo, les choses comme ça. Et mais voilà, mais le robot reste et restera toujours un objet fait par l'homme pour l'homme. Jusqu'à ce qu'on voit apparaître des robots qui vont faire des robots pour des robots. Alors là, j'anticipe assez fortement. Si je puis faire une remarque quand même aussi, je vous entends parler de données. Moi, je suis désolé, la donnée, c'est une étape, mais il y a la donnée, il y a l'information, il y a la connaissance et il y a la décision. Et ces différentes étapes-là, à chaque fois, c'est à qui appartient ça. Oui. Je vous explique la problématique tout bête. Vous avez un capteur. Un capteur, c'est juste un machin qui reçoit de la lumière et qui l'analyse. Vous avez un capteur qui va dire, là, je reçois telle longueur d'onde. Vous avez derrière une analyse un peu plus raffinée qui va dire, c'est du vert. Vous avez quelque chose qui va dire, le feu vient de passer au vert. Et vous avez quelque chose qui va dire, je démarre la voiture. Vous voyez, mais donc vous avez de la donnée qui est 3 longueurs d'onde. Vous avez à partir de là, vous fabriquez quelque chose qui est une donnée plus élaborée, qui est sévère. Vous fabriquez de la décision, donc il y a quelque chose qui est plus qu'une donnée. Et puis vous fabriquez encore derrière une action, qui est encore plus que de la donnée. Et à chaque étape, vous pouvez vous dire à qui appartient ce que je sais. D'accord ? Et se dire la donnée brute, la donnée, je dirais, sous sa forme de capteur, c'est des 0 et des 1. C'est vraiment le niveau 0, ça n'a rien à voir avec de la connaissance. Transformer la donnée en connaissance, c'est le problème du XXe siècle, du XXIe siècle en ce moment. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais transformer la donnée brute en quelque chose qui est suffisamment opérationnel pour qu'on puisse en déduire une action, c'est tout ce travail. Et à partir de là, la valeur et la possession, on ne sait pas à qui ça appartient, parce que dans le processus, il y a des étapes de transformation sans nombre qui sont aussi compliquées que de ramasser du blé pour en faire des biscottes. C'est-à-dire qu'à tout un tas d'étages, vous avez la fabrication de la farine, vous avez le nettoyage, vous avez la cuisson, vous avez la recette de cuisine. Donc vous arrivez de la donnée qui est le grain de blé jusqu'à la biscotte. Et à quel moment est-ce que vous perdez la possession de ce que vous avez fait, quoi. Et c'est une chose qui est, encore une fois, en termes de société, qui n'est pas analysée en termes de d'où vient la valeur et à qui restitue-t-on cette valeur. Je fais juste un point sur l'heure. Oui, donc aussi, je fais un point sur l'heure, il est 15h54. On a récupéré le temps très en retard, mais je ne vais pas demander au suivant d'absorber tout le retard, ce serait injuste, donc on va en prendre un peu pour nous. Donc je vous propose de passer aux questions du public pendant 5-10 minutes maxi pour pouvoir laisser ensuite aux autres. Donc pas de leur remettre le truc trop tard. Ça vous va ? Parfait. Voilà, très bien. Donc je vois, il y a Lionel Cazot là-bas, le créateur du robot, de notre robot qui est derrière vous. Il n'y a pas quelqu'un avec un micro Oui, simplement on enregistre, donc normalement il y a quelqu'un avec un micro, parce que ce qu'on dit au micro est enregistré. Merci. Sinon je dois répéter. Alors c'est une question dont 2 d'entre vous s'attendent déjà. En fait, c'est une question que j'ai posée il y a 15 ans à peu près. J'avais assisté à une conférence sur la robotique et c'était principalement sur l'interface homme-machine. Et tous les intervenants étaient très fiers d'annoncer qu'ils étaient financés par l'armée et par l'industrie vidéoludique. Et j'ai posé la question, est-ce que ça vous pose un problème éthique ? Et j'ai eu droit à un silence mais terrible dans la salle. Et personne n'a su me répondre à cette question. J'aimerais savoir, aujourd'hui, en recherche scientifique, qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce qu'on est toujours dans ce paradigme de la recherche militaire vidéoludique annexe, ou est-ce qu'il y a des gens financiers qui pensent un petit peu plus loin que tout ça ? Merci. Alors, je vais répondre pas tout à fait directement. Qu'est-ce qui finance en fait l'innovation ? Ce qui finance l'innovation à l'heure actuelle, enfin, je suis très froid, c'est-à-dire que je ne prête pas d'opinion. C'est le médical, c'est une partie du spatial, c'est-à-dire partir sur Mars. En fait, ça finance des recherches qui sont pas forcément à une but immédiat. C'est le militaire.
c'est c'est l'industrie du sexe, par exemple, aussi. C'est-à-dire que votre question, je vous la retourne sur une question qui m'intéresse un peu plus, c'est que le magnétoscope a été développé sur les cassettes X, le Minitel s'est développé sur les sites pornographiques, etc. Et donc moi, je vous retourne en fait la question, c'est qu'à l'heure actuelle, vous me parlez de militaire. Mais par exemple, typiquement, j'ai une autre industrie qui est très porteuse là-dessus et il n'y a pas du tout de recherche à l'heure actuelle, à ma connaissance, en fait, sur la robotique sexuelle. Donc il y a des tabous. Enfin, je réponds pas à la question, c'est qu'il y a des tabous là-dessus. Je sais que nous, en fait, on règle ça de façon interne. C'est-à-dire que moi, j'ai une équipe, j'ai déposé un projet qui implique les militaires la semaine dernière. Un des membres de mon équipe n'a pas souhaité apparaître sur ça et je le respecte. Et ça arrive tous les jours dans les équipes où il y a des règles morales en fait, qui sont faites à l'heure actuelle sur ça. Mais ça, sur les militaires, vous pouvez aussi, est-ce qu'on travaille avec les gens qui sont dans l'énergie, etc., etc. Et ça, c'est un choix qui, au niveau en fait, des chercheurs à l'heure actuelle, est quelque chose qui est tout à fait personnel. Il faut savoir aussi que quand on fait de la recherche dite civile, qui est financée par exemple par l'Europe ou par certains gouvernements ou par certaines industries, si les militaires y voient un intérêt, ils vont chercher les résultats et ils les développent de leur côté. C'est un petit peu une ambiguïté difficile à gérer. Et tu parles du truc du sexe. Moi, j'ai eu un cas très très marrant. Il y a à peu près 10 ans de ça, Boeing a licencié une partie non négligeable de ses ingénieurs de recherche, en particulier des ingénieurs de recherche matériaux. Et un grand nombre d'entre eux, mais je peux dire de quelque chose comme peut-être 20 000, ont été récupérés par l'industrie du sexe. Et curieusement, dans les 3 ans qui ont suivi, il y a tout un tas de sextoys qui ont fait énormément de progrès, et en particulier au niveau du matériau. On a eu des sextoys semi-souples qui sont apparus avec des systèmes de mouvements complexes, chaotiques, qui étaient inspirés de ce qu'on appelle le transonique en truc, et qu'avaient développé les gens de l'industrie spatiale. Donc, d'une certaine façon, on féconde, et j'emploie le terme à dessein, une industrie par une autre, et qu'il ne faut pas croire que la recherche est une chose complètement décérébrée et, je dirais, est libérée de contraintes morales ou éthiques. C'est justement quelque chose qui répond à un problème donné. Et si cette solution peut servir à quelqu'un d'autre, eh bien, elle le fait. On a développé le couteau pour couper le beurre et tartiner une tartine. Ben, il y a des gens qui s'en servent pour égorger le lapin ou pour égorger leur femme. Sur cette question, c'est bon ou on peut prendre une autre? Il y en avait une ici et il y en aura une autre après ici. Okay. Et je pense qu'on s'arrêtera là. Moi, j'avais une question sur ce que je perçois comme une fragilité énergétique, c'est-à-dire que on parlait des données, à qui appartiennent les données et tout ça, et aussi le fait que toute cette recherche-là, elle a besoin d'une énergie, qui est très souvent, j'ai l'impression, enfin de ce que j'en sais, de l'énergie électrique, avec un grossissement des tailles des data centers, enfin vraiment de la donnée qui demande de l'énergie de plus en plus et qui commence à poser des problèmes environnementaux ou en tout cas d'approvisionnement. Est-ce qu'il y a puisqu'on parle de science et de science-fiction, est-ce qu'il y a des recherches qui sont faites sur ces sujets-là? Est-ce qu'il y a des scientifiques ou des auteurs qui réfléchissent à ces questions-là de ce qui me paraît, moi, mais sans doute peut-être que je me trompe, de cette dépendance absolue des robots, ou de la robotique en tout cas, à une source d'énergie qu'on sait compliquée, quoi. Alors, moi je vais parler en tant que roboticien, donc sur les data centers, comment on fait en fait là-dessus. Moi je suis comme vous, hein, je n'ai aucune information supplémentaire. Moi. Alors par contre, ce qui se passe à l'heure actuelle en robotique, c'est qu'effectivement on commence, mais franchement en fait c'est qu'un début en fait, à essayer de voir est-ce qu'il est possible de faire des robots qui soient plus frugaux. Donc comment on fait pour qu'ils minimisent l'énergie en fait, dont ils ont besoin, de travailler sur des nouvelles formes, des nouveaux matériaux, de faire des robots plus petits. Hein. Vous savez, il y a aussi la minimisation des usines, donc avec la micro-robotique, voire la nano-robotique en fait, qui font pour générer en fait, des mouvements sur des échelles plus petites, qui sont un peu plus frugales. Alors honnêtement, je ne pourrais pas en parler pendant 3 heures. À l'heure actuelle, c'est vraiment quelque chose, en fait, c'est des questions que se posent les chercheurs à l'heure actuelle sur comment, dans le cadre de notre environnement, faire des robots qui soient mieux conçus, en tout cas là-dessus.
Et après, il y a il y a toujours les problèmes de savoir effectivement dans quel cadre on peut utiliser un robot. Est-ce que ça participe pas au fait qu'on veuille toujours consommer plus, etc., etc. Enfin bon, mais ça, je pense que toute la société en fait se pose des questions-là. Et en termes de robotique, on est en train de le faire. Après, il y a un problème en fait. Je vais donner le micro à Olivier parce qu'il va nous dire combien de temps ils fonctionnent tes robots. Oui, alors les robots humanoïdes ne fonctionnent pas très longtemps, hein, quand même. Il leur faut des batteries et c'est quelques dizaines de minutes. Mais néanmoins, j'aimerais bien rajouter une remarque, et notamment en rapport avec la question de Jean-Claude de tout à l'heure. Les robots, ça consomme. Hein, ça consomme de l'énergie électrique, vous l'avez dit. Mais néanmoins, ça peut permettre d'en économiser. Je prends l'exemple de l'agriculture. Tu as parlé d'une future éventuellement révolution industrielle des robots et comment on va gérer cette révolution. Il y en a eu en agriculture. Hein. Par exemple, je ne sais pas si c'est un miracle en fait, mais en tout cas le moteur à explosion. Le moteur à explosion a complètement révolutionné l'agriculture, a complètement révolutionné la société en déplaçant toutes les populations des campagnes vers les villes. Ça s'est plus ou moins réorganisé. On peut être content ou pas content d'ailleurs, j'en sais trop rien. Là, aujourd'hui, il y a de nouvelles contraintes en tout cas, comme écologiques en particulier et énergétiques. Et les robots qui consomment certainement fournissent aussi des solutions moins consommatrices en agriculture. Je prends un exemple du strip-till, par exemple, où plutôt que de retourner la terre sur 40 cm avec des masses qu'on est obligé de déplacer, énergétiquement, ça a un coût, hein. Et puis, je passe de tous les effets sur la nature. On peut, par exemple, cultiver sur une toute petite bande de 5 cm, faire une culture comme ça chaque année, en fait. Et donc, on déplace la terre sur 5 cm, donc beaucoup moins coûteux. On joule, tout court, à faire, hein, en fait. Par contre, il faut être précis. Il faut être précis, et donc il faut un robot, en fait, pour faire ça. Et donc, le robot va faire ça. L'année suivante, il va se décaler, et ainsi de suite. Il ne va pas bousiller le biotope, il ne va pas écrabouiller le terrain. Bref, ça a plein d'avantages et qui, effectivement, en fait, consomment, mais sans aucune commune mesure avec un tracteur de 18 tonnes. Donc, cette question-là, pour moi, elle est même plus fondamentale, en fait, que les données, parce qu'on est dans une société qui n'a pas connu de manque depuis très longtemps. Or, peut-être que ça va arriver. Et peut-être qu'il faut s'occuper des data centers, c'est sûr, mais peut-être qu'il faut s'occuper du blé tout court, ou du maïs, comment on le fait en fait, tout court, et comment on va le faire dans les années à venir. Comment on va le faire moralement, ou en tout cas vis-à-vis d'une question écologique qui aujourd'hui peut être encore un tout petit peu discutée par certains. Mais peut-être que dans des années, ce ne sera pas du tout le cas, et qu'il faudra de véritables solutions mécaniques. Voilà. Alors là, la distribution de cette richesse-là, de toute façon, il n'y a déjà plus personne dans les campagnes. Donc, Jean-Claude, prise de décision. Soit tu réponds sur celle-là et ce sera la dernière, soit on en prend une autre. C'est comme tu veux. Je donne juste une petite information qui va vous faire hurler. On va conclure là-dessus parce que ça va vous faire hurler. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point un être humain est peu écologique ? C'est-à-dire que vous êtes obligé de l'élever, de le nourrir, ça dure longtemps. Pendant tout ce temps-là, il va recracher du CO2, et il va recracher beaucoup. Et il va passer toute une période où il ne sert à rien, et puis il va falloir même le recycler, et ça va demander de l'énergie. À côté de ça, un robot, pour faire la même tâche, consomme énormément moins. Et d'un point de vue écologique, remplacer des êtres humains par un robot, c'est une très très bonne chose. Je suis désolé de le dire, nous sommes horriblement peu écologiques. Et c'est valable pour moi aussi. Donc, tenez-en compte dans vos questions en vous disant, est-ce qu'un robot n'a pas intérêt à faire ça ? Nous sommes peut-être les pires constructions par rapport à l'action vis-à-vis de ce genre de choses. Je ne te remercie pas, Jean-Claude, de nous faire finir là-dessus, mais on finit là-dessus. Au revoir.